Génération After. Karine Galli. Bonsoir à tous, on est ensemble évidemment. À mes côtés, Walid Acharchour et Jimmy Brown. Salut les gars. Salut Karine, salut Karine, salut Walid, bonjour tout le monde. On accueille notre invité, un invité exceptionnel. Il est défenseur de nationalité espagnole. Il a remporté l'Euro 2024. Il a aussi un palmarès XXL, notamment avec Manchester City, des titres de champion d'Angleterre, une Ligue des Champions. C'est Aymeric Laporte. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Salut Aymeric, merci d'être là. Salut. Merci beaucoup d'être notre invité dans Génération After en direct d'Espagne, en direct de Bilbao, parce que tu as retrouvé ton club de cœur l'été dernier. On va parler avec toi évidemment aussi de cette Coupe du Monde qui va arriver, de cet objectif, parce que vous faites partie des favoris. On l'a dit, vous êtes les vainqueurs du dernier Euro et vous aviez marqué en plus les esprits avec le football proposé lors de cet Euro. Comment ça va depuis que tu es rentré à Bilbao ? On parlera aussi de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Tu as été un petit peu blessé, là tu retrouves tes marques, tu vas être au taquet pour être prêt pour cette Coupe du Monde qui s'annonce grandiose en juin et juillet prochain. Ouais, c'est vrai, c'est retour à la maison. Ça fait un moment que j'étais parti. J'ai eu pas mal d'expériences à l'extérieur, comme vous avez dit, notamment à City et en Arabie. Et voilà, retour aux sources, on va dire. Et ça, moyennement au niveau des résultats, mais après, pour le reste, content, la famille très content aussi de retrouver un peu la normalité, rentrer à la maison, être plus près de nos proches. Et voilà, en essayant de faire au mieux pour arriver à la Coupe du Monde dans le meilleur état d'esprit et le meilleur état physique. C'est vrai que j'ai été blessé là quelques semaines, mais voilà, comme vous l'avez dit aussi, ça y est, je suis en Cannes, comme on dit. J'ai enchaîné 3 matchs d'affilée là, et voilà, j'espère que tout aille bien pour la fin de saison. Aymeric, sur le physique, la différence avec l'Arabie Saoudite et aujourd'hui ton retour en Europe, est-ce que tu as eu besoin de te réacclimater ? Est-ce que physiquement, tu penses que ça peut tenir là sur les échéances très importantes pour toi ? Non, je pense que ça peut tenir. C'est pas en 2 ans. Mais d'ailleurs, il y avait le même sujet quand j'étais en Arabie par rapport à la sélection. A-t-il le niveau, moi et tous les autres joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, pour avoir du temps de jeu avec la sélection nationale dans des clubs, enfin dans des pays européens. Et à la fin, voilà, comme vous l'avez dit aussi, on a fini champion d'Europe, quelque chose de magique. Et voilà, avec un bon physique, un bon mental, et tout s'est bien passé. Donc moi je me sens bien, je me sens frais. Voilà, il y a eu ce petit problème ces quelques dernières semaines, mais à part ça, je me sens très bien, et je me sens bien mentalement, surtout pour affronter ces nouvelles échéances. Toi qui l'as vécu pour avoir joué 2 ans là-bas, nous ici, vu de loin, on parle beaucoup de la différence d'intensité qu'il peut y avoir entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe en Europe. Ce que tu nous dis, c'est que finalement l'écart, il est pas si important que ça et que tu te réadaptes assez facilement à jouer dans un top championnat européen comme tu le fais avec Bilbao, où tu as retrouvé avec des champions aussi d'ailleurs. Je fais un calcul assez rapide. Je pense que en dehors de l'Arabie Saoudite, en première division, j'ai fait plus de 10 ans de carrière. Donc je sais un peu comment gérer les efforts, où est le moment de pousser, de ne pas pousser, d'être à fond, si un joueur se sent bien, se sent pas bien. Et dans ce cas-là, moi, j'ai su savoir gérer un petit peu les efforts. Après, c'est sûr que c'est pas le même niveau en Arabie qu'en Europe, mais c'est pas pour autant que tu te laisses aller. Et que tu peux pas performer. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'en Arabie, il fait très chaud. Et donc, pour les matchs aussi, ça te permet pas, ton corps te permet pas d'aller à 300% comme on le fait ici, quoi. Pareil qu'en Angleterre. En Angleterre, il fait froid et ça t'aide un peu à pousser un peu plus physiquement. Mais en Arabie, à 45-50 degrés, c'est difficile à trouver son souffle, à récupérer. Voilà, c'est plus dur sur ce point-là. Sur l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de débats, mettons les pieds dans le plat en ce moment, sur
la fuite des talents en Ligue 1 très très jeune. Comment toi t'expliques ça? Comment tu analyses ça? Il y en a beaucoup qui le déplorent, il y en a aussi qui comprennent totalement avec l'aspect financier. Toi qui as connu ce championnat à un âge un peu plus avancé Et où il avait tout gagné aussi. et où il avait tout gagné, comment tu analyses ça? C'est des opportunités. Si on pensait pas au foot et on penserait plutôt au niveau entreprise, salarié, etc. C'est sûr que je pense qu'il y aurait même pas la question qui se poserait. Voilà. Ce qui est différent, c'est que voilà, c'est du foot, c'est internationalement, c'est mondialement, c'est tout ce que vous voulez, c'est méga réputé et du coup tout le monde essaie d'avoir son idée, sa parole, les envies. Après. Voilà, il y en a certains, quand ils ont 17, 18, 19 ans, tu es sûr de rien dans la vie. Même si, voilà, aujourd'hui, par exemple, je parle pour moi, on m'aurait dit à mes 18 ans, je pouvais être à l'abri pour ma famille et pour moi. Ben, je sais pas si j'aurais fait ou j'aurais pas fait. C'est vrai que tu sais jamais ce que le foot ou que te réserve. Et donc, du coup, c'est là où viennent les doutes et voilà. Aymeric Laporte est notre invité dans Génération After. Tu as passé 2 ans, on l'a dit, en Arabie Saoudite de 2023 à 2025. On va parler de l'objectif d'une vie et forcément de 2026, c'est cette Coupe du Monde. Est-ce que vous avez une pression de dingue parce que vous étiez les meilleurs à l'Euro 2024, vous l'aviez gagné et c'était finalement la seule nation qui n'était pas embêtante à regarder jouer. On a tous loué le travail de La Fuente et vous avez cette étiquette un petit peu collée dans votre dos. Vous êtes les favoris du prochain mondial. C'est vrai, ben, à vrai dire, il y a quelques jours, j'ai fait une autre interview, ils m'ont sorti les statistiques. Quand j'ai commencé avec la sélection espagnole, on était 10e ou 12e au ranking mondial. C'était en 2021. C'est ça, au ranking FIFA, on était 10e, je crois, ou 11e, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on est premier. Donc, c'est sûr que voilà, c'est très beau ce qu'on a fait. Mais voilà, s'il n'y a pas de continuité, c'est compliqué. Et c'est vrai que ça te met une petite pression sur l'équipe, sur les joueurs, sur voilà, tout le monde qui a participé sur ces dernières années, parce qu'on a fait presque un sans faute. Donc, voilà, on a une petite pression, mais bon, je préfère avoir la pression que de ne pas l'avoir du tout. Parce que je préfère être des favoris que être quelqu'un ou une équipe qu'on n'espère pas. Voilà, j'espère qu'on va pratiquer le même football. Comme vous l'avez dit, je pense que le football qu'on a eu fait a fait rêver beaucoup de monde avec la manière. Et c'est ça qu'on aime aussi ici. Mais Aymeric, vous n'étiez pas favori sur le dernier Euro ou c'est au fur et à mesure de la compétition et notamment de vos performances, le match contre la Croatie rapidement où on a senti qu'il y avait un vrai potentiel dans cette équipe. Est-ce que la gestion de ce nouveau statut, vous en parlez? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'en Espagne, il y a une véritable pression sur la Coupe du Monde? Parce qu'il y a vos illustres prédécesseurs qui avaient fait le triplé, notamment 2008, 2010, 2012. On sent que vous avez la possibilité de le faire. Parle-nous un petit peu de ce changement de statut, comment vous le gérez? Ben, comme tu dis, il y a des années en arrière, on avait, l'Espagne avait la meilleure sélection du monde, ça c'est reconnu par tout le monde. Et du coup, juste après les grands trophées qu'ils avaient gagnés, il y a eu un passage à vide. Et c'est vrai que l'estime des gens ici, ben, de la sélection, c'était un peu effondré, on va dire. Il y avait un peu moins d'espérance. Mais bon, j'ai la chance où le travail peut, je sais pas, mais en fait, la chance d'arriver à un moment où la sélection, dès que j'arrive, remonte très très vite. Et là où l'Espagne a toujours rêvé d'être dans le top mondial. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il faut continuer dans cette lancée. Ce n'est pas quelque chose de facile non plus, mais voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, je préfère être dans cette situation-là que la précédente.
Tu as déjà joué une Coupe du Monde, Aymeric, et ça avait été une déception. Par contre, en 2022, vous aviez été sorti au tir au but en huitième de finale face au Maroc. Là, vous avez ce statut qui a complètement changé. Quels sont les autres favoris pour toi? On rappelle juste les équipes que vous allez affronter lors de la phase de groupe. Arabie Saoudite, tu vas retrouver le pays où tu as joué, le Cap-Vert et l'Uruguay. Oui, tout à fait. Après, contre le Maroc, c'était un peu un match, voilà, mais je pense qu'on aurait dû gagner. On a dominé tout le match et ça s'est joué au penalty. Voilà, pile ou face. À l'Euro précédente aussi, on était tombé au Contre l'Italie. penalty. Contre l'Italie, ouais. C'est ça. Et on aurait pu arriver jusqu'au bout. Franchement, on a eu pas mal de compétitions là où on est tombé face à d'autres équipes nationales et où on a perdu au penalty et ça nous a porté un peu préjudice. Donc voilà, après, nouvelle année, nouvelle énergie, du temps passé, 1 euro, voilà, deux Nation League. Voilà, c'est du temps de jeu qu'on a pris, on a appris à se connaître un peu plus et voilà, j'espère qu'on n'aura aucune déception. On va essayer de tout donner pour arriver le plus loin possible. Et c'est qui vos plus gros adversaires alors? Les plus grosses nations, celles qui te font peur peut-être, s'il y en a? Non, franchement, voilà. Il n'y en a aucune qui lui fait peur. Non, peur, non. Bon, si on regarde rien que l'Euro, on a joué contre les plus grosses équipes d'Europe. Pour moi, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, c'est du très très lourd. Donc, je pense que déjà, en citant ces trois-là, c'est top 5 mondial. Ouais, top 5 facile. Ouais, Il manque l'Argentine peut-être. Peut-être l'Argentine, voilà. Donc du coup, peur, c'est pas peur, voilà, on peut avoir peur de beaucoup de monde, mais c'est vrai que si on pratique notre jeu qu'on a fait à l'Euro, voilà, ça va être dur de vous sortir. Mais juste, ça va être dur. C'est sûr qu'il y a des possibilités, mais voilà, on va essayer de tout faire pour que ça se passe bien pour nous. Justement, Aymeric, en parlant de jeu, moi, c'est pas que à l'Euro, au point que je pense que vous avez réconcilié pas mal de monde avec les trêves internationales. On s'ennuie souvent et tout le monde a envie de regarder l'Espagne jouer. En termes de jeu, c'est assez spectaculaire. On dirait presque que vous êtes une équipe de club. On disait souvent, oui, mais c'est normal, il y a des joueurs qui viennent des mêmes équipes, etc. Pas tant que ça, finalement, quand tu regardes dans le détail la sélection. Comment tu vois ça, toi, de l'intérieur? Comment De La Fuente il a réussi à mettre en place ce jeu-là et à faire de vous une machine à scorer, à être aussi solide derrière et surtout être très agréable à voir jouer, quoi. Je pense que il a trouvé l'équilibre en fait. Il nous donne les consignes clés et après chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il peut faire et ce qu'il peut ne pas faire. Voilà, tu vas pas lui dire à un joueur ne dribble pas, si c'est son point fort, il va le faire. Dégage le ballon alors qu'il a une sortie de ballon. Voilà. Donc il nous laisse faire pas mal de choses. Il sait de ce qu'on est capable et je pense que c'est ça qui fait la différence. Tout le monde est content, on a tous un peu la même mentalité de jeu. Il y a beaucoup de joueurs du Barça, donc du coup, on connaît le jeu du Barça, tiki-taka, comme vous le connaissez, comme on le dit en France aussi. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé ces dernières années et qui ont le même style de jeu. C'est vrai que j'ai connu d'autres générations ou d'autres joueurs qui étaient très forts, mais ils n'avaient peut-être pas cette mentalité justement de s'ajuster à l'équipe, de jeu collectif, de voir où sont les espaces. Et franchement, il y a beaucoup d'anticipation dans les passes, dans la mentalité de comment jouer. C'est quelque chose qu'on a presque tous dans la sélection et c'est quelque chose d'impressionnant parce que ça forme un groupe soudé et qui comprend très bien le style de jeu, quoi. Et avant, celui qui a posé un peu les bases de cette équipe-là, c'est Luis Enrique, qui était là jusqu'à la Coupe du Monde 2022. La différence, tu dirais, entre Luis Enrique et Luis de la Fuente aujourd'hui, c'est peut-être voilà, cette liberté un peu plus qui vous accorde d'être un peu moins dogmatique comme pouvait l'être Luis Enrique avant. Tu sens un peu plus de liberté pour les joueurs sous Luis de la Fuente? J'avais déjà fait les gros titres en France par rapport à ça.
Donc je préfère ne pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Il n'y a rien de péjoratif à ça, hein. Ouais. C'est juste, après, c'est Non, des mais je aspects sais, tactiques, quoi. ouais, je sais, mais bon, il y a des gens, ils peuvent le prendre bien, mal, donc je préfère ne pas trop répondre. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, on a un peu plus de liberté, je pense, même si on a toujours des schémas tactiques appris. Voilà, on a un peu plus de liberté et je pense qu'avec les joueurs qu'on a, c'est c'est quelque chose de bien. Pour moi, la différence, Emeric, entre l'Espagne de Luis Enrique et celle de Luis de la Fuente, euh, toi tu parles de management, moi c'est ce que je vois devant ma télé, c'est l'incorporation de Nico Williams et de Lamine Yamal, et surtout de Lamine Yamal, qui ont été des joueurs qui ont apporté dans le dernier tiers du terrain, ce que vous n'avez pas notamment à la Coupe du Monde 2022. Est-ce que tu peux nous parler de Lamine Yamal, qui est un extraterrestre, qui est un ovni, qui footballistiquement, on a très très rarement vu ça, en tout cas depuis un moment, moi, j'ai pas vu ce rapport technique aussi précoce et avec ce volume et cette explosivité. C'est quoi de jouer avec lui, de s'entraîner avec lui? Et est-ce qu'il a véritablement fait passer un cap à cette équipe d'Espagne? Mais s'il rentre totalement dans l'idée de jeu de la sélection, en fait. C'est ce qu'on attend d'un joueur excentré comme lui. Comme tu l'as dit, Nico Williams aussi, il est là, il est apparu au bon moment. Les deux déstabilisent fortement les lignes défensives adverses et ça nous permet aussi justement de profiter de ces espaces qu'ils créent eux en essayant de faire, de produire de reproduire des 1 contre 1, d'essayer de gagner des mètres pour pouvoir avoir une sortie de balle plus facile. Voilà, ça nous aide dans notre idée de jeu et c'est pour ça aussi que ça fonctionne aussi bien. Et c'est vraiment fort, Yamal? C'est très fort, c'est très fort, c'est très très fort. Qu'est-ce qui est fort? Après, justement, le balle au pied, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas un latéral gauche au monde qui est capable de se dire vas-y, dribble-moi, on va voir si tu y arrives. C'est vraiment tous, ils ont tous peur, ils défendent tous en reculant, et c'est ça qui produit. C'est comme un peu ce que pensaient les gens de Messi quand il faisait des 1 contre 1. On va voir où est-ce qu'il va sortir, ouais, qu'est-ce qu'il va faire, s'il va faire un crochet, s'il va vouloir accélérer, s'il va s'arrêter, il va revenir en arrière, intérieur, s'il va frapper. Euh, voilà, de loin, il va faire une pichenette pour le copain. Enfin, voilà, il y a beaucoup Toi, pour toi, de c'est choses du qui se... niveau de Messi pour toi? Non, 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 pas encore. On parle pas du tout de Messi. Mais voilà, il a un vrai talent et ça se voit. Ça se T'as voit. joué, t'as joué avec et contre pas mal d'énormes joueurs à travers ta grosse carrière. Et tu le mets parmi les meilleurs. C'est tout en haut par rapport à ce que tu as pu connaître, notamment à City. Je pense que c'est comme son âge, c'est un peu précoce pour dire tout ça. C'est vrai que ce qu'il a démontré pendant ces 2 dernières années, c'est très lourd, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est vrai que moi, comme vous l'avez dit, j'ai joué avec pas mal de joueurs. Phil Foden aussi, c'était du lourd, hein. C'est- Voilà, c'est 2 profils différents, même s'ils sont gauchers, ils jouent devant, etc. C'est 2 profils différents, mais les deux, ils sont très très forts. On a compris, vu que toi tu es gaucher, tu mets en avant que les gauchers, toi, on a compris. Non, 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 c'est pas du tout ça. Et C'est pas du tout sinon, ça. Emeric, on a beaucoup eu de débats, notamment sur la frénésie qu'il y avait autour de Lamine Yamal cet été, sur les réseaux sociaux, dans sa vie extra-sportive. Parle-nous un peu de l'homme et de ce qu'il dégage dans le groupe, parce que nous, on ne le connaît pas assez, et comment aussi il doit se préserver euh, de toutes ces demandes médiatiques pour un joueur aussi jeune et qui aujourd'hui est une superstar, c'est une vraie rockstar dans notre sport. Je pense que ça fait partie du job, c'est ce qu'il voulait aussi, même si on dirait que non, je pense que c'était son désir, voilà, d'être dans les meilleurs du monde, d'être voilà, dans la bouche de tout le monde, tous les petits veuillent son maillot, répercussions médiatiques, finalement, veut dire que déjà tu existes, tu fais bien les choses, ou mal, peu importe, mais enfin tu existes, et,
Et les journalistes, ils veulent t'avoir, les petits veulent te voir. Tout le monde veut un peu voilà, être autour de ce jeune joueur et c'est ce qu'il a réussi à faire en fait. Et Aymeric, toi, paradoxalement, tu as 31 ans, ce qui est pas si âgé que ça, mais tu es un des plus expérimentés de par ta carrière aussi dans cette sélection espagnole. Est-ce que toi, tu as un rôle de grand frère dans le vestiaire pour Yamal, mais pour d'autres aussi? Il y a Nico Williams que tu fréquentes aussi en club. Il y a d'autres, enfin, il y a plein de petits génies dans cette équipe. Est-ce que ton rôle, c'est aussi voilà, de les cadrer, de les mettre en garde sur toutes les différentes tentations qu'il peut y avoir hors terrain notamment? Ben, en vrai, j'essaie, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a de plus en plus. Donc, du coup, non, mais voilà, c'est naturel. Après, c'est des époques, on va dire, différentes. C'est plus que c'était. Je veux dire, même en club, tu vois que les jeunes joueurs ben, n'ont pas les mêmes réactions que nous, on pouvait avoir à l'époque. C'est vrai que voilà, ça a évolué. Voilà, ça a évolué. Et puis voilà, il faut faire avec. Après, c'est vrai que si il faut, euh, il faut dire les choses, elles se disent sans aucun problème. T'es un leader dans cette équipe d'Espagne. Il y a une colonne vertébrale. Bon, Rodri a été blessé depuis son Ballon d'Or. C'était un joueur qui était très, très, très important, Notamment à l'Euro. notamment à l'Euro. Maintenant, il joue un peu moins parce il y a un vivier tellement énorme au milieu de terrain. Toi aussi, t'as eu une petite blessure qui t'a un peu écarté sur certains rassemblements. Tu fais aujourd'hui partie de ces valeurs dans le groupe et tu as envie encore une fois, je ne vais pas dire bien terminer parce que t'es encore jeune et il y aura peut-être un Euro derrière, mais ça sera sûrement ta dernière Coupe du Monde pour aller chercher cet objectif et être un vrai leader dans cette équipe. Oui, c'est possible. Après, c'est l'idée. Après, on verra ce qui se passe. Comme je l'ai dit, on a une finalissima aussi là, en mars. C'est là qu'il faudra s'occuper de l'Argentine. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, on verra ce qui se passe à ce moment-là, qui est un titre aussi important. Voilà. Et après la Coupe du Monde, on va essayer de faire les choses de la meilleure manière possible pour pouvoir arriver au rêve absolu d'un joueur de foot et ce qui me manque aussi. Génération After. Karine Galli. Avec Walid Acharchour, avec Jimmy Brown et avec notre invité exceptionnel en direct d'Espagne, Aymeric Laporte, défenseur de l'Athletic Bilbao, vainqueur du dernier Euro avec l'Espagne, un palmarès XXL notamment avec Manchester City. Merci beaucoup Aymeric d'être notre invité. On parle évidemment de ta grande carrière, de tes choix aussi, et tu as eu des choix forts tout au long de ta carrière. On rappelle que tu es français, que tu es né en France, que tu voulais à la base jouer avec le maillot de l'équipe de France, que tu l'as d'ailleurs porté notamment en espoir, que tu l'as porté également chez les moins de 17, les moins de 18, les moins de 19. Et puis finalement, vu que Didier Deschamps ne te faisait pas jouer, même s'il t'a appelé 3 fois, tu as décidé de prendre la nationalité espagnole et tout de suite, tu es devenu un international espagnol. C'était en 2021. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été admis, accepté par les Espagnols? Parce que c'est vrai qu'on se souvient tous, par exemple, de l'histoire de Lewandowski qui avait pas très bien accueilli, par exemple, Ludovic Obraniak parce qu'il partait du principe que c'était une sélection d'opportunisme, qu'il ne parlait pas le polonais. Bon, alors toi, tu parles évidemment très bien espagnol. Est-ce qu'ils t'ont accueilli les bras ouverts ou tu as dû être bizuté et montrer que tu pouvais être indispensable à cette Aurora? Ben non, pas du tout, franchement, pas eu de bizutage du tout. Ça a été un réel plaisir pour tout le monde de que ben, je puisse intégrer la sélection. Pour moi surtout, parce que voilà, débuter la carrière internationale à cet âge-là, c'était quelque chose que je rêvais depuis des années. Et voilà, je voulais démarrer le plus tôt possible parce que je savais que j'avais les capacités, j'étais dans l'un des meilleurs clubs du monde. Et voilà, je voulais prouver aussi au niveau national. À l'époque, tu étais à Manchester City et tu es devenu un international espagnol. Cet été, on a beaucoup entendu parler de toi en France parce qu'il était question que tu signes à l'Olympique de Marseille. On sait que Mehdi Benassia, notamment, t'a approché. Il a essayé de faire des coups, il en a fait, que ce soit Benjamin Pavard ou encore Adrien Rabiot. Pourquoi finalement, tu n'as pas signé à Marseille alors qu'il y avait une vraie possibilité? Oui, enfin, il y a eu un approchement. Après, vraie possibilité, je sais pas si ça s'appelait comme ça. Voilà, il y avait des intérêts, pas seulement de Marseille, d'autres clubs. Mais après, voilà, l'idée est
de me rapprocher de la maison, surtout par rapport à mon père, enfin ma famille. Euh, et voilà, et c'est ce que j'avais essayé de faire. Voilà, je m'étais décidé à revenir aux sources et être plus proche de mes proches. Donc du coup, voilà, c'est un peu ce qui m'a fait venir ou revenir à Bilbao. Tu t'imagines finir là-bas maintenant? Maintenant que tu es rentré à la maison, est-ce que tu te vois sur la durée à Bilbao ou est-ce que tu t'exclus pas? Nous, on aimerait bien te voir en France un jour, peut-être pas forcément à l'OM, mais c'est quelque chose qui te plairait ou maintenant que tu es rentré à la maison, tu penses y rester un petit moment? Et est-ce que tu regardes la Ligue 1 tout simplement? Euh, Franchement, je regarde les gros matchs. Voilà. Après, c'est vrai que la Ligue 1, tous les matchs, non, je ne les regarde pas. Ça, c'est pas Quoi, vrai. t'étais pas devant Mais Lorient, t'es pas devant Lorient-Angers ce week-end? C'est étonnant, ça. non, voilà, c'est ça. C'est exactement ce genre de match. C'est vrai que, voilà, en plus de ça, normalement, je regarde pas trop les matchs. Je m'occupe pas trop de ça. J'ai pas mal d'autres choses à faire. Et quand tu as des enfants, c'est un peu plus compliqué encore. Donc du coup, voilà, c'est pas dans le planning. La fin en Arabie Saoudite, elle s'est passée comment? Raconte-nous un petit peu, Emeric. C'était un choix de rentrer à la maison par rapport au manque familial ou parce que finalement l'aventure euh, n'a pas été bonne pour toi? Parce qu'on n'a pas eu ce son de cloche. Pourquoi, comment ça s'est passé? Ben, je l'ai jamais dit, hein, c'est la Bah, première fois t'es là pour ça, Emeric. que j'en parle. Mais voilà, dès la première année, je me rends compte que voilà, c'est pas vraiment ce que je recherchais au niveau football, au niveau voilà, de la personne, du joueur. Et voilà, donc du coup, je le communique directement au club dès la première année. Euh, il me demande de patienter, que les choses vont aller changer, que voilà, ils étaient en transition. Mais voilà, la deuxième année a fait que c'est resté la même chose. J'ai eu quelques, voilà, quelques soucis là-bas, rien de grave, hein, mais voilà, ils ont pas su, on n'a pas su gérer la situation ensemble. Et voilà, on a décidé voilà, de pas continuer sur la troisième année que j'avais signée. Mais voilà, Aymeric, tu parles plus il y sur le a- terrain ou en dehors du terrain sur le problème? Parce que tu disais, ouais, le footballeur, etc. C'est le niveau qui t'a pas plu ou c'est plus ce qui se passait en dehors le rythme en dehors du terrain? C'est pour expliquer un Mais petit peu. les deux choses, et voilà, les deux choses, mais en plus de ça, voilà, il y avait aussi quelque chose de familial, famille, qui était aussi important pour moi. Et donc, du coup, voilà, c'était un cumul de tout, Eh, de tout ça qui a fait que, voilà. Emeric, tu as joué avec Cristiano Ronaldo à Al Nasser. C'est quoi de jouer avec Cristiano Ronaldo dans une équipe de foot? Raconte-nous. Ben, c'est toujours un apprentissage. Voilà, moi, j'avais joué beaucoup de fois contre lui auparavant. Médiatiquement, c'est la personne la plus connue au monde. Donc voilà, sur ça, il y a rien à dire. C'est impressionnant le nombre de personnes qui vont voir seulement, exclusivement lui. Chaque pays qu'on visitait, c'était un mouvement de masse. Il y avait des gens de partout et rien que pour lui. Et, euh, et d'ailleurs, en Arabie et à Al Nasser, ils savent très bien voilà, que lui doit être mis en avant sur tous les points. Donc voilà, c'est le numéro un, on va dire, et voilà, et ça se voit. Aymeric Laporte est notre invité dans Génération After. Aymeric, j'aimerais revenir sur un point parce que on a parlé des approches de l'OM. Jimmy l'a dit, tu n'as jamais joué en France. On a vu que malheureusement, des joueurs avec des gros palmarès, avec une étiquette comme Giroud, comme Pavard ou comme Pogba qui sont revenus là en France ou qui ont découvert la Ligue 1, notamment pour Pogba, souffrent, ils sont critiqués, ils sont en difficulté. Est-ce que toi, tu as appréhendé un petit peu le fait de potentiellement jouer en Ligue 1 et d'être voilà la cible de tous les journalistes dans le club que tu aurais choisi parce que forcément, en tant que vainqueur de l'Euro, le regard aurait été différent. Non, du tout, du tout. Pour moi, le seul objectif quand je signe dans un club où je prends mes décisions, c'est de moi essayer de faire le maximum possible
voilà, pour faire du bien à l'équipe. Voilà, après, ça peut aller bien, ça peut aller mal, mais, ça dépend pas d'un seul joueur. Le foot, heureusement ou malheureusement, c'est un collectif. C'est 11 joueurs sur le terrain, plus les remplaçants ou plus les personnes qui sont autour, qui aident, qui n'aident pas. Et voilà, je suis une personne en plus sur le terrain qui essaie de faire de son mieux. Après, comme je l'ai dit, ça peut aller bien ou moins bien. Mais la pression n'est pas la même. Je ne sais pas si tu le sais, mais par exemple, Giroud a été sifflé par le public lillois, par son propre public. Pavard, il est en grande difficulté à Marseille. Pogba, il joue quasiment jamais. Quel regard, toi, tu portes par rapport à ces joueurs qui, finalement, sont quand même pas mal chahutés en France? Après, Paul, voilà, il a eu des années d'arrêt. C'est pas facile de revenir au top niveau en n'ayant pas joué pendant des années des matchs officiels. Voilà, c'est compliqué, je le comprends. Après, Benjamin, je le connais aussi. Il a beaucoup bougé. Voilà, peut-être que lui-même il pourrait le dire. Je sais pas. Peut-être que il sait pas s'adapter à l'équipe. Peut-être que il joue un autre style de jeu. Peut-être que ça lui convient pas. Je sais pas. Chacun, voilà, c'est pourquoi ou pourquoi il est dans cette situation-là. Il y a peut-être un pourquoi de tout ça. Peut-être. Voilà, il y a des hauts et des bas aussi dans le foot. Je veux dire, pas tout le monde a fait une carrière tout horizontale comme ça, une ligne horizontale. Emeric, Il y a des hauts et des bas. revenons un peu sur ta carrière et sur l'empreinte qu'ont eu tes coachs dans ta carrière. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de ton passage de City que j'ai suivi parce que voilà, le City de Pep Guardiola est une équipe légendaire de Première Ligue. Parle-nous un petit peu de Pep Guardiola, de cette équipe de Manchester City où vous avez marqué l'histoire de ce pays, de ce championnat. Qu'est-ce qu'il en reste niveau souvenir? C'est une fierté d'avoir joué dans cette équipe-là? Franchement, c'est incroyable. Sur le moment, tu te rends pas du tout compte. Tu penses que c'est quelque chose de normal. Et aujourd'hui, tu te rends compte que c'était vraiment exceptionnel. Euh, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu vivre, c'était magique. Même si voilà, il y a eu des hauts et des bas, on n'a pas tout gagné, on aurait pu gagner beaucoup plus. On en est conscient aussi. On aurait pu gagner moins aussi. Mais franchement, ça a été des années incroyables dans lesquelles on a profité un maximum de tout, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on s'en rend compte et on se dit, ah ouais, waouh, ce qu'on a fait. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés, ils sont quand même deuxième au classement, mais de Manchester City avec Pep Guardiola, où on se demande est-ce que c'est pas l'année de trop, est-ce qu'il va, pendant combien de temps il va continuer, on se rend compte de la difficulté que vous aviez avec une équipe légendaire qui essayait de vous tirer la bourre avec le Liverpool de Klopp, l'exigence, la rigueur qu'il fallait, les joueurs qui avaient, et surtout le contenu, parce que tu as quand même la chance de jouer souvent dans des très très belles équipes. Est-ce que ça a une véritable importance pour toi dans le beau, de prendre du plaisir, de gagner, mais en prenant aussi beaucoup beaucoup de plaisir et en donnant aux téléspectateurs ou aux spectateurs? Je pense que c'est tout le monde en a à profiter. Je veux dire, nous en tant que joueurs, on a kiffé, comme on dit, le jeu, la passion, de faire d'un club qui n'était pas forcément le meilleur de la ligue anglaise ou un club historique anglais, dans le sens où ils avaient gagné beaucoup de Première Ligue, à passer à gagner, du coup moi j'en ai gagné 5 en 6 ans.
c'est C'est magique. monstrueux. 5 en 6 ans et une Ligue des Champions, il faut rappeler quand même. C'est palmarès C'est assez ça. monstrueux. Et de nombreuses coupes nationales aussi. Emric, janvier 2018, c'est Guardiola qui te veut, qui te recrute. Tu deviens le 2e défenseur le plus cher de l'histoire à l'époque derrière Van Dijk. Est-ce que quand il décide de te prendre dans son équipe, il te dit pourquoi? Est-ce qu'il te dit que notamment il t'a vu jouer sous les ordres de Bielsa, qui est un de ses mentors, que c'est un foot évidemment qu'il aime? Est-ce que ça a joué aussi dans ce choix de te prendre? Comment il t'a expliqué cette volonté de te recruter? Du coup, ce qui s'est passé quand il me signe, 1 an et demi avant, on avait presque un accord déjà pour partir. Donc, du coup, en 2016 ou 2017, quoi, 17, ouais, je pense, on avait eu un rapprochement presque définitif où on avait dit OK, allez, on y va. Donc, lui était toujours au Bayern de Munich, il m'avait appelé personnellement. Et il m'avait dit, il m'avait raconté son projet, et que voilà, son projet c'était à partir de moi. Et donc voilà, j'étais en pourparlers avec un autre club à l'époque aussi, enfin avec 2 autres clubs importants à l'époque. Et je me donnais un peu de temps pour réfléchir. Je ne savais pas si j'étais prêt ou pas pour partir dans un autre pays ou partir dans un autre club. Euh, et donc, euh, et donc voilà, je savais exactement quand j'ai signé là-bas quel était le projet qu'il me voulait, qu'il me l'avait redit, m'avait écrit. Et donc voilà, c'était super bien passé. Tu as une anecdote à nous donner sur Pep Guardiola, un moment fort, peut-être quand ça allait pas ou quand ça allait, ou avec un joueur ou avec toi. Est-ce qu'il y a un moment fort que tu retiens avec Pep Guardiola, entraîneur, qui t'a marqué? Il y a une histoire que même lui-même le raconte à ses amis proches. C'est le jour où j'arrive à Manchester, à City. Je signe, je sais pas si c'est un vendredi. Et ce vendredi-là, ça faisait 10 jours que je m'étais pas entraîné, j'avais pas joué le match. Et du coup, je voyage à Manchester, je signe, et il était allé 2h30 de l'après-midi. Et à 4h30, il y avait entraînement. Et il me prend dans son bureau après la signature, il me dit bon, t'es prêt? Je dis oui, je suis prêt. Non, mais on va s'entraîner là tout à l'heure, tu as tes crampons, tout ça, c'est bon? Et je dis non, non, pas du tout, j'ai pas mes crampons, ils sont pas arrivés. Enfin, il me dit t'inquiète pas, on va en trouver. Tu fais quelle taille? Et donc du coup, ils sont allés chercher des crampons au Décathlon de là-bas, je sais pas comment ça s'appelait. Et ils m'ont pris ma taille et je me suis entraîné avec l'équipe. Et le lendemain, premier match officiel titulaire. Mais non. Si, 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 si. Ça c'est incroyable. Un seul entraînement et à peine 24 heures Et il s'est passé à comment le match? Manchester. Incroyable. Incroyable. En plus, il y avait ma mère, enfin, il y avait tout le monde que j'avais amené. Du coup, au moins de 24 heures après avoir signé, match 3-0 à la maison, on a gagné. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, tu étais dans le bain, quoi. Ah, d'entrée, cash. Il m'a pris la veille, il me dit voilà, ils vont faire ci, ils vont faire ça, toi tu joues là, ci, là, diagonale, là, là. Boum. Le lendemain, exactement tout ce qu'il avait dit, tout se passe comme prévu, 3-0, et voilà, c'est parti. Ouais, tu t'es dit, je suis arrivé au bon endroit, quoi. Ouais, Tout va bien. je pense que ça va bien se passer, tu t'es dit. Ouais, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, il faut connaître. Et on a parlé de Guardiola à l'instant. Tu as eu la chance de connaître des entraîneurs qui sont connus pour leurs résultats, mais aussi qui sont des vrais penseurs du jeu. Et j'ai envie de te parler de Bielsa aussi, que tu as bien connu. Euh, comment comment t'expliques qu'un Bielsa, à la différence de Pep Guardiola, il n'ait pas su convertir cette connaissance du jeu qui est quasiment encyclopédique en des résultats et en un palmarès aussi important qu'un Pep. Comment tu les différencierais les deux? Et pourquoi pour l'un, tu penses qu'il n'a pas pu toucher ça et toucher le très très haut niveau, en tout cas en termes de palmarès, j'entends. Bah, je pense que Bielsa, il a fait de très grandes choses avec des équipes sur le papier moins importantes. C'est-à-dire avec rien que l'Athletic, nous, il a amené l'équipe en Europa League, finale d'Europa League, finale de coupe.
du Roi, enfin Europa League, jamais l'Athletic avait réussi à aller jusqu'à là. Avec Leeds, un travail exceptionnel, avec la sélection, un travail exceptionnel aussi. Et c'est vrai que la relation un peu ou la différence qu'ils peuvent avoir entre les deux, c'est que voilà, Pep, il a toujours été quand même dans de très grandes équipes. Je pense que si c'était pas la meilleure du championnat, la top 3 on va dire du championnat. Et donc c'est ça un peu la différence qu'il y a entre deux, c'est que Bielsa, il avait peut-être du mal, que lui-même il a dit dans une interview, qu'il avait peut-être du mal à dealer, genre à gérer Les les gros joueurs, égos, les gros vestiaires. voilà, les gros égos, les gros vestiaires. Il avait du mal sur ça et il préférait plutôt un profil bas pour l'exiger un peu plus. Alors que Pep, voilà, il a pas de problème avec ses gros joueurs. Il a la tête plus dure qu'eux, quoi. Toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'est un défenseur central, Aymeric, de très très haut niveau en 2026? Tu as commencé dans la dernière décennie. Est-ce que tu as vu ce poste évoluer? On demande beaucoup à- aux défenseurs aujourd'hui, la qualité de relance, la gestion de la profondeur. Il y a des joueurs qui sont souvent en 1 contre 1. Il y a des coachs qui demandent beaucoup dans ce secteur-là. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'évolution de ce poste parce qu'on ne se rend pas compte, je pense, de la difficulté. Ben, l'histoire, je pense qu'elle est sur le profil d'entraîneur. Il y a des choses qui sont demandées à certains joueurs et à d'autres non. Mais tout dépend de l'équipe. Ce que me demandait par exemple Pep, on va dire, et ce que me demande Valverde ou même euh, le sélectionneur national, Luis, n'a rien à voir. Voilà, il y en a un, il te dit tu sors le ballon en jouant derrière, tu risques tous les ballons, on s'en fout, tout ça. Et d'autres, voilà, on la dégage pas devant, mais voilà, on prend pas de risques, on joue lent, etc. Donc du coup, c'est un peu sur la demande. C'est ce que demande l'entraîneur. C'est différent sur chaque équipe, sur chaque entraîneur. Et voilà, la chose, c'est s'adapter et être tous ensemble pour comprendre le style de jeu, quoi. Et toi, comment tu as arrivé à t'acclimater par rapport à ce que demandaient les coachs, notamment qui étaient les coachs les plus exigeants avec toi dans la manière de faire évoluer le ballon, de casser la première ligne? Est-ce que c'était quelque chose que tu appréciais? Parce que à l'époque, moi, je me rappelle en Ligue des Champions, il y a des matchs où tu as fait quelques erreurs, notamment de relance, où tu as été un peu pris je me rappelle d'un match contre Tottenham notamment, mais on ne se rendait pas compte aussi de la difficulté d'incarner tout ce que demandaient les coachs. Il fallait quand même être très très fort techniquement, très fort athlétiquement, très fort dans la tête. Je pense que dans les années 80-90, les défenseurs n'étaient pas soumis à autant de pression. T'en as conscience de ça, faut le dire aux gens qui nous écoutent. Oui, oui, c'est vrai que ça a changé complètement. Après, les gens, ils voient le foot aussi, ils savent ce qui se passe sur le terrain. Après, contre Tottenham, c'est pas forcément des erreurs tactiques, c'est plutôt technique. Il y a des moments où tu penses à beaucoup de choses en même temps. Euh, il y a deux contre un après, on les perd les deux, il y a le tir, ça rentre. Voilà, l'année où on gagne la Champions, on a fait presque plus d'erreurs qu'on aurait pu faire sur d'autres années. Et voilà, ils n'ont pas marqué le but, ils n'ont pas concrétisé. Et finalement, ça se joue sur ça. Les gros matchs, ça se joue sur des détails. Et voilà, sur certaines actions, tu es toujours le dernier ou l'avant-dernier défenseur et était toujours mis en avant pour bien ou pour mal, tu es toujours là. Donc voilà, c'est de la même manière que voilà, tu dois être présent comme sur les victoires. Les victoires où on a gagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 années presque d'affilée la Première Ligue. Voilà, il faut être là, faut savoir risquer, prendre sur soi-même cette pression que personne ne peut la sentir plus que le propre joueur. Et voilà, c'est des millions de gens
qui sont là à regarder. C'est des joueurs aussi qui attendent, qui sont rusés, qui attendent l'erreur. C'est le foot. S'il n'y aurait pas d'erreur, il n'y aurait pas de but. Et voilà. Jouer C'est à comme ça. Anfield, Emric, avec le pressing de Jürgen Klopp, quand tu es la première relance de Manchester City, comment on vit ça intérieurement? Faut quand même être très très sûr techniquement et mentalement. Parce que moi, je me rappelle, bon, on parle souvent du classico Real-Barça, mais il y a eu un classique sur les 10 dernières années, en tout cas les 5 dernières années. C'est ce Liverpool-Manchester City qui était à chaque fois spectaculaire à suivre. Toi, tu as vécu ça, raconte-nous un petit peu. Non, c'est incroyable. En plus, l'ambiance qui se produit entre les deux clubs, c'est la rivalité absolue. C'est incroyable. Avec les coachs Et, en plus, Klopp, et, Guardiola. et le vivre, c'était magnifique parce que c'était un vrai duel, une vraie compétition. Et on se préparait pour ce match-là. Voilà, on savait que le reste, ça allait aller plus ou moins. Mais ce match-là, voilà, c'était le match costaud parce que nous, on produisait beaucoup de jeux et c'est vrai qu'on s'exposait beaucoup à. S'il y avait une erreur, on se prenait un but parce qu'on savait que devant eux, ils avaient du gros matos, on va dire. Et dans l'autre sens, on savait que si on ne faisait pas d'erreur, on allait sûrement gagner. RMC, Génération After. Karine Galli. On est ensemble avec Jimmy Brown, avec Walid Acharchour et avec notre invité exceptionnel, Aymeric Laporte, le défenseur de l'Espagne, celui qui a gagné l'Euro 2024 et qui espère évidemment remporter la Coupe du Monde 2026, un palmarès XXL, on l'a dit, avec le Manchester City de Guardiola, où il a absolument tout gagné avec les Citizens. On va te faire un petit quiz, Aymeric, pour terminer cette émission à tes côtés, concocté par Walid et Jimmy. Tu es sur le grill par Jimmy et Walid. Ouais, on va essayer de te poser quelques petites questions. Et là, j'ai un petit jeu qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Le thème avec Jimmy, on l'a choisi, c'est l'attaquant qui t'a le plus impressionné dans ta carrière, en tout cas les attaquants. Et à chaque fois, je vais te proposer un nom et tu vas avancer en me répondant directement le nom que tu as choisi. Je vais commencer par exemple avec Vardy Aubameyang. Tu vas me choisir entre un des deux. Et on va essayer de continuer jusqu'au bout. T'es prêt? Allez, c'est parti. Vardy ou Aubameyang? Vardy. Vardy ou Lacazette? Vardy. Vardy ou Lukaku? Vardy. Vardy ou Rashford? Vardy. Vardy ou Firmino? Vardy. Vardy ou Hazard? Hazard. Hazard ou Salah? Salah. Salah ou Son? Très fort. Très très fort. Salah. Salah ou Mané? Ah, mon pote Mané. Salah. Salah ou Kane? Et Salah. Salah ou Falcao? Salah. Salah ou Thiago Costa? Salah. Salah ou Suarez? C'est chaud Salah. là. Salah ou Benzema? Benzema. Benzema ou Neymar? Neymar. Neymar ou Dembélé? Ah, Neymar. Neymar ou Mbappé? Mbappé. Mbappé ou Yamal? Wow. Tous ces noms-là. Et Mbappé. Mbappé ou Messi? Messi. Messi ou Ronaldo? Les deux. D'accord, ok, il veut pas se mouiller. Joker. Joker. Pour résumer, tu as joué avec quelques monstres quand même. Tu as joué contre quelques T'as joué monstres. contre t'as joué contre des monstres. Mais Vardy, il a tenu longtemps. Ouais. Tu nous as choqué sur Vardy qui tient à En ce point. fait, ce qu'il y a, faisait c'est du mal. que en fait, Vardy, il n'avait pas ce nom-là, genre tous les autres que vous avez dit. Et il Sous-coté un fonctionnait, peu. ouais, sous-coté. C'est pour ça que je l'ai nommé pas mal de fois. Parce que c'est pas forcément l'attaquant que tout le monde dirait, mais franchement, il a eu 3-4 années où il a envoyé sévère. Ouais. Et dans le profil, Salah, on a vu aussi sur tes années à City, c'est celui qui faisait le plus mal à la tête. Ouais, il nous a fait mal. Et c'est qui le coéquipier qui t'a le plus impressionné? Moi, j'avais un joueur, on a tous un joueur qu'on adorait, c'était Kevin De Bruyne à Manchester City. Tu as joué avec Agüero, les coéquipiers qui Franchement, t'impressionnaient en club.
Franchement, les deux que tu as dit, De Bruyne et Agüero, c'est des vrais monstres. Mais aussi des joueurs un peu plus passifs que voilà, tu t'imagines pas, mais qui sont incroyablement forts. C'est David Silva, par exemple. J'allais le citer, Un ouais. mec qui se retourne dans des petits espaces, il trouve la passe parfaite, il temporise parfaitement. Ça, pour des défenseurs qui aiment filtrer les ballons comme moi, c'est le summum, c'est top, numéro un. Et défendre sur Lionel Messi, c'est C'est très dur, hein, mais c'est après, une expérience de vie. les deux primes, c'est quelque chose, ouais, c'est une expérience de vie. Ouais. Parce que toi, tu l'as vu quand tu étais à Bilbao, tu l'as vu aussi quand tu étais, Ouais. quand tu à City, et là, Ah, c'était... voilà, donc tu l'as vu à différentes périodes en plus. C'est ça. Aymeric, Et vas-y, pardon. Non, et peut-être que sûrement, si tout va bien, dans pas longtemps. Ouais, tu vas peut-être le Dans un revoir mois. sur la finalissima. Ouais, c'est ça. Aymeric Laporte, juste dernière question, parce que tu nous as parlé de tes coéquipiers. Quel est pour toi le meilleur partenaire en défense avec lequel tu as évolué? C'était quoi ton meilleur binôme? Compagnie. Vincent Kompany Moi, c'est en compagnie. à Vincent Manchester Kompany. City. D'accord. Ouais. Ok, ouais, Et moi j'en ai une petite dernière, c'est Robin Lenormand ou pas, ou Koubarsi? Non, il va se mettre en difficulté là. Toi, tu veux le piéger. Non. Bah, enfin, ouais, si vous préférez, on passe. Hein. Non, mais le petit, non, je sais, le Normand, vous avez formé une super charnière, mais c'est vrai que Koubarsi, c'est un joueur dont on parle beaucoup depuis il est très très jeune. Tu lui vois un grand avenir, peut-être pas. Il est encore jeune aujourd'hui, mais un peu comme Yamal, toute proportion gardée à son poste. Mais c'est quelqu'un qui est destiné à un très grand avenir à son poste, Pau Koubarsi, tu penses? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça dépend beaucoup du style de jeu de l'entraîneur et de l'équipe dans laquelle il joue. Parce que son style de jeu actuel, par exemple, ne vaudrait pas pour les 19 autres équipes qu'il y a dans la Liga. Voilà. Aujourd'hui, s'il est au Barça et qu'il montre ce qu'il est en train de très bien faire, je pense que dans les autres équipes, ça ne marcherait pas. Donc, du coup, il fait très bien d'être là-bas et c'est un très grand joueur au Barça. Et il y en a un autre parce que bon, c'est de la concurrence pour toi sur les prochains rassemblements, mais ça montre le vivier qu'il y a dans cette équipe d'Espagne. On a parlé de Koubarsi, il y en a un autre, c'est Gina Hysén, Qui lui cartonnait dans un certain système de jeu avec Bournemouth, et là c'est peut-être un peu plus qui dur était avec très Real. très fort en première ligue l'année dernière et qui est parti pour beaucoup d'argent au Real Madrid, qui a un peu de mal au Real Madrid. Et moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup dans le style. Lui, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là aussi? Est-ce que sur les 10 prochaines années, il est capable d'assurer cette transition Real Madrid et Espagne, parce qu'il aura beaucoup de pression? Je ne connais pas assez pour juger ou pour savoir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Après, il est dans un très grand club. Les grands clubs comme le Real Madrid ou Barça vendent très bien leurs produits. Et je pense que si à un moment donné, il a une opportunité et puis il peut la saisir, je pense que voilà, il a les capacités pour. S'il est dans une équipe comme le Real Madrid, ça veut dire qu'il est capable. Et pareil pour Koubarsi. Et peut-être qu'on ne se verra pas, ou on n'aura pas l'occasion de t'avoir en interview jusqu'à la fin de ta carrière. Ce serait quoi l'après-carrière d'Aymeric Laporte avec tous les entraîneurs que tu as eus? Est-ce que tu es passionné par ce sport? Est-ce que tu as envie de transmettre tout ce qu'on t'a donné et tout ce que tu as fait sur le terrain pour avoir un rôle dans un club plus tard, ou pas du tout? Parce que quand je te vois en tant que joueur, tu as toujours été un joueur intelligent qui a joué dans des très grandes équipes, et je me dis que peut-être que tu pourrais être entraîneur. Est-ce que je fais fausse route ou pas? J'ai toujours dit que non, mais là, les 2 dernières années, je me suis dit, Pourquoi pas? finalement, pourquoi pas. D'accord. Mais je sais pas. Franchement, Ok. je peux pas me projeter aujourd'hui. D'accord, merci. Merci beaucoup, Aymeric Laporte, Merci, d'avoir Aymeric. été notre invité, le Merci beaucoup. défenseur Merci à vous. de l'Athletic Bilbao, international espagnol, qu'on retrouvera lors de la Coupe du Monde. Merci d'avoir été notre invité dans Génération After. Un grand merci évidemment à Edgar Grelot qui nous a permis d'avoir ce grand moment à tes côtés. Merci Walid, merci Jimmy, merci évidemment à Najib et Daniel. On se retrouve un petit peu plus tard dans Génération After. Belle soirée à tous. Génération After.